Mes parents ont acheté une maison à ma sœur, mais ils m'ont remis les documents pour le paiement. Nous avons décidé que tu devais être celle qui paierait cette hypothèque. J'ai refusé, et ils m'ont poursuivi en justice, exigeant 480 000 euros. Le juge a donc examiné les preuves. Je suis Amber Wilson, j'ai 32 ans, et je travaille comme analyste financière à Boston. Après des années de travail acharné, je me suis construit une vie modeste, mais confortable. Alors, quand j'ai reçu par la poste des documents hypothécaires pour une maison que je n'avais jamais achetée, j'étais confuse. Puis, l'annonce choc de mes parents est tombée, nous avons décidé que tu devrais être celle qui paie l'hypothèque de ta sœur. Quand j'ai refusé, ils m'ont carrément poursuivi en justice, en exigeant 480 000 euros. Ce qui a suivi a été un cauchemar, qui a déchiré ma famille, et nous a menés au tribunal. Avant que je vous raconte comment ce cauchemar a commencé, dites-moi depuis d'où vous regardez cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner, si vous voulez entendre d'autres histoires de drames financiers familiaux, qui pourraient vous éviter de subir le même sort. Pour comprendre comment les choses ont pu tourner aussi mal entre ma famille et moi, vous devez connaître un peu la dynamique de la famille Wilson. J'ai grandi dans un quartier de la classe moyenne du Connecticut, avec mes parents, Eleanor et Richard Wilson, et ma petite sœur Heather, qui a 4 ans de moins que moi. Aussi loin que je m'en souvienne, il y a toujours eu un déséquilibre, dans la façon dont mes parents nous traitaient. On s'attendait à ce que je sois la personne responsable, celle qui réussit, celle qui gère tout. Pendant ce temps, Heather était dorlotée, protégée, et pour être honnête, gâtée. Si j'obtenais un B+ à un examen, on me demandait pourquoi ce n'était pas un A. Si Heather obtenait un C, mes parents célébraient le fait qu'elle ait réussi, et lui achetaient quelque chose de beau, pour l'encourager. Notre maison n'était pas ouvertement violente, ou quoi que ce soit d'aussi dramatique. Elle était remplie de ces injustices subtiles, que l'on ne comprend vraiment, que lorsqu'on est un adulte qui regarde en arrière. Comme la fois où j'ai reçu un vélo d'occasion pour mon 16e anniversaire, alors qu'Heather a eu une voiture pour le sien. Ou comment j'ai dû enchaîner les petits boulots tout au long du lycée, alors que la seule responsabilité d'Heather était de se concentrer sur sa vie d'adolescente. J'ai été la première de notre famille à aller à l'université. J'ai travaillé incroyablement dur, pour obtenir une bourse partielle à l'université de Boston, j'ai contracté des prêts étudiants pour le reste, et j'ai travaillé 20 heures par semaine à la bibliothèque du campus, pour couvrir mes frais de subsistance. Mes parents ont contribué pour exactement 0 € à mon éducation, affirmant qu'ils devaient économiser pour l'avenir d'Heather. Je ne leur en ai pas voulu, à l'époque. J'étais fier de mon indépendance, et de ma détermination. Heather, de son côté, a fréquenté 3 universités différentes en 5 ans, sans jamais obtenir de diplôme. Mes parents ont payé l'intégralité de ses frais de scolarité à chaque fois, ils ont couvert le loyer de son appartement, lui ont donné de l'argent de poche, et n'ont jamais posé de questions, lorsqu'elle abandonnait ses études pour où se trouver. Quand elle a eu 23 ans, ils avaient dépensé bien plus de 150 000 euros, pour ses études avortées, alors que j'étais encore en train de rembourser mes prêts étudiants. Après l'université, j'ai décroché un poste de débutante, dans une société financière à Boston. Je vivais avec 3 colocataires, dans un appartement exigu, je mangeais des nouilles instantanées plus souvent que je ne veux l'admettre, et je consacrais chaque euro disponible au remboursement de ma dette étudiante. Il a fallu 5 ans de cette vie, ainsi que plusieurs promotions, avant que je puisse m'offrir mon propre appartement d'une chambre. J'ai constitué un fonds d'urgence, j'ai cotisé à mon plan d'épargne retraite, et j'ai fini par rembourser la totalité de mes prêts étudiants, à l'âge de 30 ans. Cette indépendance financière a été durement gagnée, mais j'en étais fier. Pendant ce temps, Heather passait d'un emploi à un autre, vente, service en restauration, travail administratif, sans jamais rester plus de quelques mois au même endroit. Elle a vécu gratuitement dans le sous-sol de nos parents, jusqu'à l'âge de 27 ans. Lorsqu'elle a enfin déménagé, mes parents se sont portés garants pour son bail, et ont payé sa caution. Ils ont également meublé son appartement, en guise de cadeau de pendaison de crémaillère. Tout au long de notre vingtaine, il y a eu d'innombrables occasions, où mes parents attendaient de moi, que j'aide financièrement pour subvenir aux besoins d'Heather. Quand sa voiture tombait en panne, ma mère m'appelait moi, plutôt qu'un garagiste. « Tu gères bien ton argent », disait-elle. « Tu peux sûrement débourser quelques centaines d'euros, pour la réparation de la voiture de ta sœur. Elle en a vraiment besoin pour travailler. » Ou encore, quand Heather voulait partir en vacances avec des amis mais n'en avait pas les moyens, mon père m'appelait,
pour me suggérer de lui offrir ce voyage comme cadeau d'anniversaire, même si son anniversaire était dans plusieurs mois. À chaque fois, je ressentais un mélange de ressentiment et d'obligation. Je finissais généralement par céder, en me disant que c'était exceptionnel, et que la famille s'entraide. Mais ce n'était jamais juste une fois. C'est devenu une attente tacite, puisque je réussissais, je devais subventionner le style de vie de ma sœur. Les réunions de famille sont devenues de plus en plus tendues, alors que j'entamais la trentaine. Je mentionnais une promotion, ou un petit investissement que j'avais fait, et ma mère détournait immédiatement la conversation, pour parler des difficultés des heures à payer son loyer, ou de la façon dont ses dettes de carte de crédit la stressaient. Le message sous-jacent était toujours clair, ta réussite signifie que tu devrais résoudre ces problèmes. Le Thanksgiving dernier a été particulièrement inconfortable. Je venais d'être promu analyste financière principal, ce qui s'accompagnait d'une augmentation de salaire significative. J'ai fait l'erreur d'en parler, quand ma tante m'a demandé comment se passait le travail. Dans les minutes qui ont suivi, mon père m'a pris à part, pour me demander si j'envisagerais d'aider à payer le prêt de consolidation de dette des heures. Elle se noie sous les intérêts, a-t-il dit. Avec ton nouveau poste, cela ferait à peine une égratignure dans tes finances. J'ai esquivé, en disant, il faut que je regarde mon budget. Mais au moment de partir, j'ai surpris ma mère en train de dire à Heather, ne t'inquiète pas, nous allons trouver une solution avec Amber. Elle ne comprend pas comment le monde réel fonctionne, pour les gens normaux. L'ironie de cette déclaration, venant de quelqu'un qui n'avait jamais laissé ma sœur faire l'expérience du vrai monde réel, ne m'a pas échappé. Malgré tout cela, je cherchais toujours l'approbation de ma famille. Je voulais qu'ils soient fiers de ce que j'avais accompli, par mon travail acharné et ma discipline. Je voulais qu'ils voient que j'avais construit quelque chose de significatif, sans le filet de sécurité qu'ils avaient toujours offert à ma sœur. Au fond de moi, je pense que j'étais toujours cette petite fille, espérant que si je réussissais suffisamment, ils finiraient par me voir comme digne, de ce même amour et de ce même soutien, qu'ils donnaient si librement à Heather. Cet espoir, bien que mal placé, était sur le point d'être brisé, de la manière la plus dévastatrice que l'on puisse imaginer. C'était un mardi ordinaire du mois d'avril, quand j'ai relevé mon courrier après le travail. Parmi les factures et les prospectus habituels, il y avait une épaisse enveloppe, de la Massachusetts Bay Mortgage Company. Pensant qu'il s'agissait d'une sorte de matériel promotionnel, j'ai failli la jeter, mais quelque chose m'a poussé à l'ouvrir. À l'intérieur, se trouvait un ensemble complet de documents hypothécaires, pour une propriété située au 247 Oakwood Drive, à Winchester, dans le Massachusetts, une banlieue aisée à environ 20 minutes de Boston. Mon nom y figurait en tant qu'emprunteur, pour un prêt de 480 000 €. Le paiement mensuel était calculé à 2 850 €, pour un prêt hypothécaire à taux fixe sur 30 ans. J'ai eu l'impression de sortir de mon propre corps. Je n'avais jamais demandé ce prêt hypothécaire. Je n'avais même jamais vu cette propriété. Et pourtant, il y avait ma signature, ou du moins ce qui ressemblait à ma signature, sur plusieurs de ces documents. J'ai immédiatement appelé la société de crédit immobilier, mais c'était en dehors des heures d'ouverture. J'ai laissé un message urgent concernant une fraude potentielle, et un vol d'identité, puis j'ai passé une nuit blanche, à me demander comment cela avait pu se produire. Le lendemain matin, avant même que je puisse recontacter la société de crédit, ma mère a appelé. « As-tu reçu les papiers de l'hypothèque » a-t-elle demandé avec désinvolture, comme si elle parlait d'une carte d'anniversaire qu'elle m'aurait envoyée. « Maman, que se passe-t-il » ai-je exigé de savoir. « Ces papiers portent mon nom, pour une maison dont je ne sais absolument rien. » « Eh bien, c'est ce dont nous devons discuter, » a-t-elle répondu. « Ton père et moi pensons qu'il est temps que nous nous réunissions tous pour dîner. Peux-tu passer ce soir ? Heather sera là, elle aussi. » Mon estomac s'est noué. « Maman, j'ai besoin de savoir ce qui se passe maintenant. Est-ce une sorte d'usurpation d'identité ? » Ne sois pas si dramatique, Amber, a-t-elle soupiré. C'est une affaire de famille. Nous t'expliquerons tout ce soir, à 6 heures. Elle a raccroché, avant que je ne puisse protester davantage. J'ai appelé mon travail pour me porter pâle, chose que je faisais rarement, et j'ai passé la journée dans un brouillard d'anxiété, et de confusion. Ce soir-là, j'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents dans le Connecticut, cette même maison où j'avais grandi. La voiture d'Heather était déjà dans l'allée, une Honda Civic relativement récente, que mes parents l'avaient aidé à financer il y a 2 ans.
Quand je suis entré, ils étaient tous assis dans le salon, avec un calme troublant. Ma mère m'a servi un verre de vin, sans me demander si j'en voulais un. Mon père m'a fait signe de m'asseoir dans le fauteuil en face d'eux, me positionnant comme si j'étais à un entretien d'embauche, plutôt qu'à un dîner de famille. Amber, a commencé mon père. Nous savons que tu es confuse au sujet des documents hypothécaires, mais nous préparons cela depuis un moment. Vous préparez quoi exactement? Ai-je demandé, le vin intact sur la table basse entre nous. Eh bien, comme tu le sais, Heather a loué cet appartement hors de prix à Cambridge, est intervenue ma mère. Et vu l'état du marché immobilier, nous avons pensé qu'il était temps qu'elle devienne propriétaire. C'est bien, ai-je dit prudemment. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Mon père s'est raclé la gorge. Nous avons trouvé une parfaite première maison, à Winchester. Un bon quartier, de bonnes écoles pour quand elle aura des enfants, un emplacement très pratique. Le problème, a poursuivi ma mère, c'est qu'avec les antécédents de crédit d'Heather, et sa situation professionnelle, elle ne pouvait pas obtenir un prêt hypothécaire par elle-même. Une prise de conscience glaciale a commencé à m'envahir. Alors, vous avez utilisé mes informations, mon crédit, mes revenus? Ma voix montait d'un ton à chaque question. Maintenant, ne t'énerve pas, a dit mon père d'un ton sévère. Nous avons décidé que tu devais être celle qui paierait cette hypothèque. Je les ai dévisagés avec incrédulité. Vous avez décidé, sans me le demander, sans mon consentement? Tu réussis si bien dans ta carrière, a dit ma mère, comme si cela expliquait tout. Ta sœur a besoin de cette maison, et la famille prend soin de la famille. Heather, qui était restée silencieuse jusque-là, a finalement pris la parole. Ce n'est pas comme si tu ne pouvais pas te le permettre, Amber. Tu parles toujours de tes promotions, et de tes investissements. Pendant ce temps, j'ai du mal à payer mon loyer chaque mois. Parce que tu n'as jamais gardé un emploi plus de quelques mois. Ai-je explosé? Et même si je pouvais me le permettre, ce qui, soit dit en passant, m'est absolument impossible sans faire dérailler complètement mon propre avenir financier, cela ne donne à personne le droit de commettre une fraude en mon nom. Fraude est un mot très laid, a dit ma mère, en fronçant les sourcils. Nous sommes une famille. Comment avez-vous pu faire ça? Ai-je exigé de savoir. Comment avez-vous obtenu ma signature? Mes informations financières? Mon père s'est agité, mal à l'aise. Nous avions encore tes anciennes déclarations d'impôts, de l'époque où tu vivais à la maison. Et ta mère? Eh bien, elle a toujours été douée pour copier les signatures. Je me suis senti physiquement malade. Alors, vous avez falsifié ma signature, sur des documents légaux. Avez-vous une idée de la gravité de la situation? C'est une usurpation d'identité. C'est une fraude. C'est un crime. Ne sois pas si dramatique, a ricané Heather. Ce n'est pas comme si nous étions des étrangers qui profitaient de toi. Nous sommes ta famille. Une famille qui, apparemment, pense qu'il est acceptable de voler mon identité, et de m'endetter d'un demi-million d'euros, sans ma permission. Je criais maintenant, incapable de contenir ma fureur, et mon incrédulité. Baisse le ton, a ordonné mon père. La décision a été prise. La maison a déjà été achetée. Heather emménage la semaine prochaine. La décision n'a pas été prise, ai-je dit, en me levant. Je n'ai pas accepté cela, et je ne paierai pas pour un prêt hypothécaire, auquel je n'ai pas souscrit. Qu'est-ce que tu racontes? A demandé ma mère, la voix basse et menaçante. Je dis non, absolument pas. Je ne paierai pas un seul centime pour cette hypothèque, et demain, je vais signaler cette fraude à la police, et à la société de crédit immobilier. Il y a eu un moment de silence stupéfait, avant que l'enfer ne se déchaîne. Heather a éclaté en sanglots, gémissant que je gâchais sa vie. Ma mère a commencé à énumérer tous les sacrifices qu'ils avaient faits pour moi au fil des ans, dont la plupart étaient de pures inventions. Mon père a menacé de me renier, si je ne faisais pas la bonne chose, pour une fois dans ta vie égoïste. La bonne chose? J'ai ri amèrement. La bonne chose aurait été d'enseigner la responsabilité financière à Heather, au lieu d'encourager sa dépendance. La bonne chose aurait été de me respecter suffisamment, pour au moins me demander, avant de commettre un crime en mon nom. J'ai attrapé mon sac à main, et je me suis dirigé vers la porte. Ma mère m'a suivi, en m'attrapant le bras. Si tu franchis cette porte,
tu ne feras plus partie de cette famille, a-t-elle sifflé. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Si faire partie de cette famille signifie vous laisser détruire mon avenir financier et enfreindre la loi, alors je ne veux peut-être plus en faire partie. J'ai conduit pour rentrer chez moi ce soir-là, les larmes coulant sur mon visage, oscillant entre la rage, la trahison et un chagrin écrasant. La famille à laquelle j'avais passé ma vie à essayer de plaire venait de révéler l'étendue réelle de son mépris à mon égard. Je n'étais pas une fille pour eux. J'étais un distributeur automatique de billets, avec un esprit indépendant très dérangeant. Le lendemain de ce dîner familial désastreux, j'ai appelé mon amie Jessica, qui travaille comme assistante juridique, dans un cabinet d'avocats spécialisé dans les délits financiers. Je lui ai expliqué la situation, la voix encore tremblante de colère et d'incrédulité. « Amber, c'est grave, » a dit Jessica, après avoir écouté mon histoire. « Ce que tes parents ont fait relève de l'usurpation d'identité et de la fraude hypothécaire. Ce sont des crimes fédéraux, passibles de lourdes peines. » « Je sais, » ai-je répondu, la nausée au ventre. « Mais ce sont mes parents, et cela détruirait ma sœur, s'ils allaient en prison. » « Écoute, je ne dis pas que tu dois porter plainte au pénal tout de suite, mais tu dois absolument te protéger, légalement et financièrement. Cette hypothèque est à ton nom. Si les paiements ne sont pas effectués, c'est ta cote de crédit qui va plonger, c'est ton avenir qui sera affecté. Jessica m'a mise en contact avec Rachel Goldstein, une avocate de son cabinet, qui a accepté de me recevoir gratuitement, pour une première consultation. Rachel n'a pas mâché ses mots. « Nous devons tout documenter », a-t-elle dit. Ensuite, nous devons notifier formellement la société de crédit immobilier, le bureau du registre de la propriété, et potentiellement la police, que ce prêt a été obtenu frauduleusement, sans votre consentement. Mes parents iront-ils en prison? Ai-je demandé, toujours tiraillé, malgré leur trahison. Cela dépendra de si vous choisissez d'engager des poursuites pénales, a expliqué Rachel. Mais quoi qu'il en soit, vous devez vous dissocier légalement de cette hypothèque, avant qu'aucun paiement ne soit exigible. Au cours de la semaine suivante, j'ai rassemblé des preuves, les documents falsifiés, les courriels, et les SMS de mes parents, admettant ce qu'ils avaient fait, ainsi qu'une chronologie des événements. Rachel m'a aidé à rédiger une lettre officielle à l'intention de mes parents, envoyée par courrier recommandé. Elle déclarait sans équivoque que je n'accepterais pas la responsabilité de l'hypothèque, que j'étais consciente de la fraude commise en mon nom, et que je prendrais toutes les mesures légales nécessaires, pour me protéger. 3 jours après la date à laquelle ils auraient dû recevoir ma lettre, mon père a appelé. J'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie vocale. Amber, cette crise de colère enfantine a assez duré. Sa voix résonnait dans le haut-parleur de mon téléphone. Ta mère est hors d'elle, et Heather pleure depuis des jours. Tu dois grandir, et accepter tes responsabilités familiales. Appelle-nous immédiatement, pour que nous puissions régler ça comme des adultes. Je n'ai pas rappelé. Au lieu de cela, j'ai suivi les conseils de Rachel, et j'ai envoyé des notifications officielles à la société de crédit, et au bureau du registre de la propriété du comté, accompagnées d'une déclaration sous serment, affirmant que ma signature avait été falsifiée. C'est là que les choses ont vraiment dégénéré. Mes parents ont commencé à m'appeler, plusieurs fois par jour, à partir de différents numéros, pour contourner le blocage de mes appels. Ma mère s'est présentée sur mon lieu de travail, faisant un scandale dans le hall d'entrée, jusqu'à ce que la sécurité l'escorte vers la sortie. Mon père a envoyé un courriel à mon patron, affirmant que j'étais mentalement instable, et que je lançais de fausses accusations contre les membres de ma famille. Heureusement, mon patron a reconnu cela comme une tentative de harcèlement évidente, et m'a soutenu. Heather a lancé ce que je ne peux décrire, que comme une campagne de dénigrement sur les réseaux sociaux. Elle a publié des vidéos en larmes, racontant comment sa sœur qui réussit, essayait de la rendre sans abri par méchanceté. Elle a partagé des captures d'écran manipulées de nos conversations par SMS, modifiées pour me faire passer pour une personne sans cœur. Elle a même créé une cagnotte GoFundMe, intitulée « Abandonnée par ma sœur quand j'avais le plus besoin d'elle », qui a récolté plusieurs milliers d'euros, sur la base d'une version des faits totalement fictive. La famille élargie s'en est mêlée, elle aussi. Des tantes, des oncles, et des cousins à qui je n'avais pas parlé depuis des années, ont soudainement eu des opinions bien arrêtées, sur mon comportement égoïste. Certains m'ont envoyé de longs messages, sur la loyauté familiale. D'autres m'ont simplement supprimé de leurs amis, et bloqué sur les réseaux sociaux, sans même écouter ma version des faits. Seule ma grand-mère maternelle,
Ruth, m'a contacté avec une inquiétude sincère. Amber, chérie, il semble qu'il se passe beaucoup de choses, avec tes parents et ta sœur. Je ne prends pas parti, mais je suis là si tu as besoin de parler. Je t'aime. Ce simple message de soutien inconditionnel m'a fait fondre en larmes. C'était la seule bouée de sauvetage venant de ma famille, qui n'était pas accompagnée de manipulation. Pendant ce temps, le service des fraudes de la société de crédit avait ouvert une enquête, mais m'avait prévenu que cela pourrait prendre des mois, avant d'être résolu. Ils n'ont pas voulu confirmer quelles mesures ils pourraient prendre contre mes parents, invoquant l'enquête en cours. Le stress a commencé à affecter tous les aspects de ma vie. J'avais du mal à dormir, me réveillant souvent de cauchemars, où j'étais sans abri, ou en prison pour des dettes que je n'avais pas contractées. Mes performances au travail ont baissé, ce qui a incité mon manager à faire le point avec moi, inquiet. J'ai arrêté d'aller à mon cours de yoga hebdomadaire, de voir des amis, ou de faire quoi que ce soit d'autre, que d'aller travailler, et de rentrer chez moi, pour fixer anxieusement ma boîte mail, en attendant des nouvelles de Rachel, ou de la société de crédit immobilier. Puis est venu l'ultimatum. Mon père a laissé un message vocal, qui m'a glacé le sang. Amber, c'est ton dernier avertissement. Ta mère et moi avons consulté notre avocat. Si tu ne retires pas tes accusations de fraude, et si tu ne prends pas la responsabilité de l'hypothèque de ta sœur d'ici la fin de la semaine, nous intenterons un procès contre toi. Pour la valeur totale de la maison. Tu te crois peut-être maligne, avec ta grande avocate de Boston, mais nous avons des décennies de preuves d'accords verbaux, et d'engagements familiaux, que n'importe quel juge reconnaîtra. Ne nous teste pas là-dessus. J'ai immédiatement transféré le message vocal à Rachel, qui m'a rappelé dans les minutes qui ont suivi. Il bluffe, m'a-t-elle assuré. Il n'existe aucun accord verbal exécutoire, pour assumer l'hypothèque d'un demi-million d'euros de quelqu'un d'autre, et les engagements familiaux ne sont pas des contrats juridiquement contraignants. Alors, je devrais ignorer la menace. Ai-je demandé. Rachel a fait une pause. Pas exactement. Que ce soit frivole ou non, s'ils intentent une action en justice, vous devrez répondre. Et vous défendre, même contre des réclamations sans fondement, peut s'avérer coûteux et stressant. Que dois-je faire? Continuez à tout documenter. N'interagissez pas directement avec eux. Et Amber, vous devriez peut-être envisager de demander une ordonnance de protection, compte tenu de l'escalade du harcèlement. Une ordonnance de protection contre mes propres parents. La suggestion était tellement surréaliste, que j'ai ri malgré moi. Mais les rires se sont vite transformés en larmes, lorsque tout le poids de la situation s'est à nouveau abattu sur moi. Comment en était-on arrivé là? Comment les personnes qui étaient censées m'aimer et me protéger, étaient-elles devenues celles dont j'avais besoin d'être légalement protégé? 4 jours plus tard, on m'a signifié les documents de la plainte, à mon appartement. Mes parents me poursuivaient bel et bien en justice pour 480 000 euros, soit la valeur totale de la maison, qu'ils avaient frauduleusement achetée en mon nom. Leur plainte était un chef-d'œuvre de manipulation, et de révisionnisme historique. Ils affirmaient que j'avais verbalement accepté d'acheter une maison pour ma sœur, que j'étais revenu sur un pacte familial, et qu'ils avaient agi en tant que mes agents, en toute bonne foi. C'était absurde, exaspérant, et terrifiant, tout à la fois. Car, peu importe à quel point leurs affirmations étaient infondées, je faisais maintenant face à un véritable procès, qui pourrait drainer mes économies, nuire à ma réputation professionnelle, et s'éterniser pendant des mois, ou des années. Alors que j'étais assise sur mon canapé ce soir-là, avec des documents juridiques éparpillés autour de moi, j'ai touché le fond. Je me sentais totalement seul. La famille à laquelle j'avais passé ma vie à essayer de plaire, ne m'avait pas seulement trahi, mais essayait maintenant activement, de détruire l'indépendance que j'avais travaillé si dur pour bâtir. Pour la première fois, je me suis permis de me demander, si je ne ferais pas mieux de simplement céder, de payer l'hypothèque, d'accepter ce revers financier, et d'essayer de sauver ce qui restait de mes relations familiales. Mais à mesure que cette pensée prenait forme, j'ai senti une vague de clarté, transpercer ce brouillard émotionnel. Non, il ne s'agissait plus d'argent. Il s'agissait de s'opposer à des décennies de manipulation, et de traitements inéquitables. Il s'agissait de refuser d'être financièrement maltraité, par les personnes qui auraient dû être mes plus grands soutiens. J'ai pris mon téléphone, et j'ai appelé Rachel. Ils me poursuivent vraiment en justice, ai-je dit quand elle a répondu. Et je veux combattre ça, jusqu'au bout.
Le procès que mes parents ont intenté contre moi s'intitulait officiellement Wilson et Wilson contre Wilson, un reflet douloureusement ironique de la façon dont la famille s'était retournée contre la famille. La plainte faisait 37 pages, remplie d'allégations allant de la rupture de contrat verbal, à l'enrichissement sans cause, en passant par la fraude familiale, ce dernier terme n'étant même pas un véritable concept juridique. Rachel l'a examiné, et a confirmé ce qu'elle soupçonnait, c'était un dossier juridiquement bancal, conçu principalement pour m'intimider, et me soumettre. Mais bancal ou pas, je devais tout de même y répondre formellement dans les 21 jours, sous peine de risquer un jugement par défaut contre moi. Je peux t'aider avec la réponse initiale, a proposé Rachel. Mais pour une affaire aussi complexe, tu as vraiment besoin d'un avocat plaidant, spécialisé dans les litiges financiers familiaux. Le problème, c'était que les avocats plaidants coûtent cher, à un niveau prohibitif pour quelqu'un avec un salaire décent mais pas extravagant comme le mien. Rachel m'a fourni plusieurs recommandations. Et après des consultations avec 3 avocats différents, j'ai choisi Marcus Bennett, qui avait une solide expérience dans les affaires d'exploitation financière familiale. Ses honoraires initiaux s'élevaient à 10 000 €, ce qui représentait presque la totalité de mon fonds d'urgence, de l'argent que j'avais diligemment économisé, au fil d'années de budgétisation minutieuse. Je vais être honnête avec vous, mademoiselle Wilson, a déclaré Marcus lors de notre réunion officielle. Cette affaire n'a absolument aucun fondement juridique. Vos parents n'ont aucune base légale pour vous forcer à payer une hypothèque à laquelle vous n'avez pas consenti, surtout si elle a été obtenue avec des documents falsifiés. C'est une bonne nouvelle, non? Ai-je demandé. Oui et non. La bonne nouvelle, c'est que nous devrions finir par gagner. La mauvaise nouvelle, c'est que ce finir par pourrait être un chemin long et coûteux. La stratégie de vos parents semble consister à vous épuiser financièrement et émotionnellement, jusqu'à ce que vous abandonniez et acceptiez un accord. Marcus m'a aidé à déposer une réponse complète à la plainte, niant toutes les allégations, et affirmant des demandes reconventionnelles pour harcèlement, infliction intentionnelle de détresse émotionnelle, et diffamation. En raison des fausses déclarations que ma famille avait faites publiquement à mon sujet. Nous avons également déposé une requête en irrecevabilité pour faire rejeter l'affaire dans son intégralité, arguant qu'il n'y avait aucune base légale pour leur réclamation. Mais comme Marcus m'en avait averti, le système judiciaire avance lentement. La juge assignée à notre affaire, Caroline Reeves, a fixé une date d'audience pour la requête en irrecevabilité, dans 3 mois. En attendant, ma vie a continué de s'effondrer. L'enquête pour fraude de la société de crédit immobilier était en cours, mais ils m'ont informé que jusqu'à ce qu'elle soit résolue, l'hypothèque restait techniquement à mon nom. Ce fait avait déjà un impact sur ma cote de crédit, et sur ma capacité à prendre d'autres décisions financières importantes. Ma sœur Heather avait bel et bien emménagé, dans la maison au centre du litige, publiant des photos suffisantes sur Instagram de sa nouvelle maison, avec des légendes comme « tellement béni » et « les rêves deviennent réalité » quand on a des gens qui nous aiment. Chaque publication ressemblait à un coup de poignard délibéré. La pression financière est devenue de plus en plus sévère. Entre la provision juridique, les frais d'avocat continus, et le temps que je devais prendre sur mon travail pour les dépositions, et les réunions avec Marcus, j'épuisais rapidement mes économies. J'ai dû annuler des vacances prévues, arrêter de cotiser à mon 401k, et commencer à utiliser des cartes de crédit, pour des dépenses de base comme les courses, quelque chose que j'avais fièrement évité depuis mes années post-universitaires. Le bilan émotionnel était encore pire. J'ai perdu 5 kilos en un mois, parce que je ne pouvais pas avaler de nourriture. Mes cheveux ont commencé à tomber par poignées à cause du stress. J'avais des attaques de panique au milieu de la nuit, me réveillant en haletant, convaincu que je me noyais dans une dette invisible. Les quelques amis qu'il me restait essayaient d'être d'un grand soutien, mais il était clair qu'ils étaient perplexes face à la situation. « Ne pouvez-vous pas simplement arranger ça ?» demandait-il. « C'est ta famille, après tout. Ou pire, peut-être devrais-tu envisager d'aider ta sœur, si tu peux te le permettre. La famille, c'est pour toujours. » Ces commentaires, bien intentionnés mais naïfs, n'ont fait qu'aggraver mon isolement. Personne ne semblait comprendre la violation fondamentale qui s'était produite. Comment mes propres parents avaient transformé ma responsabilité financière en une arme contre moi. Comment ils avaient commis de véritables crimes en mon nom. Comment ils essayaient maintenant de me contraindre légalement, à subventionner le style de vie de ma sœur adulte. Même ma thérapeute, que j'avais commencé à voir toutes les semaines pour faire face à l'anxiété, semblait suggérer subtilement
qu'il y avait peut-être un compromis à trouver. Parfois, dans les conflits familiaux, gagner la bataille signifie perdre la guerre, a-t-elle dit lors d'une séance. Qu'est-ce que cela signifierait pour vous de préserver ces relations, même à un certain coût financier? Je ne suis pas retourné à son cabinet après cette séance. Je n'avais pas besoin de quelqu'un d'autre pour me suggérer que je devais sacrifier mon bien-être financier, sur l'autel d'une dynamique familiale toxique. 3 mois après le début du procès, l'avocat de mes parents a approché Marcus avec une offre de règlement. Je prendrai en charge les paiements de l'hypothèque pendant 5 ans, après quoi la maison serait refinancée au nom d'Heather, en supposant qu'elle puisse se qualifier d'ici là, et mes parents abandonneraient les poursuites. Marcus m'a présenté l'offre sans faire de recommandation, me demandant simplement ce que je voulais faire. J'étais assise dans son bureau, fixant le document de règlement, un tourbillon d'émotions s'agitant en moi. Une partie de moi, la partie épuisée, financièrement drainée, et émotionnellement vidée, était tentée d'accepter, juste pour mettre fin au cauchemar. 5 ans de paiements hypothécaires seraient paralysants, mais pas complètement ruineux. Je pourrais finir par m'en remettre. Mais ensuite, j'ai pensé à ce que signifierait réellement le fait d'accepter. Cela signifierait que les tactiques de mes parents avaient fonctionné. Cela signifierait que falsifier ma signature, voler mon identité, et ensuite me poursuivre en justice quand je m'y opposais, était une stratégie gagnante. Cela signifierait signer pour 5 années supplémentaires de contrôle et de manipulation financière. Non, ai-je finalement dit, la voix plus forte qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Je n'accepterai pas d'accord. Pas pour 5 ans. Pas pour 5 mois, pas pour 5 minutes. Ce qu'ils ont fait était mal, et je ne le validerai pas en cédant maintenant. Marcus a hoché la tête, une pointe d'approbation dans son expression. Je vais transmettre notre réponse. Et mademoiselle Wilson, pour ce que ça vaut, je pense que vous prenez la bonne décision. La nuit précédant notre date d'audience pour la requête en irrecevabilité, j'ai touché le fond. Assise seule dans mon appartement, entourée de documents juridiques, de factures impayées, et des restes d'un dîner que je n'ai pas pu finir, j'ai complètement craqué. J'ai sangloté jusqu'à ce que je puisse à peine respirer. De grands pleurs convulsifs, qui semblaient venir du plus profond de moi-même. J'ai pleuré pour la petite fille, qui avait toujours essayé si fort de gagner l'approbation de ses parents. J'ai pleuré pour la jeune femme, qui avait financé ses propres études sans aucun soutien. J'ai pleuré pour l'adulte, qui avait construit une vie de responsabilité financière, seulement pour la voir menacée, par les personnes mêmes, qui auraient dû être les plus fiers de ses accomplissements. Et alors que les larmes s'apaisaient enfin, j'ai senti quelque chose changer en moi. Le chagrin était toujours là, mais à côté de lui, il y avait une détermination d'acier. Je ne me laisserai pas briser par cela. Je ne les laisserai pas gagner. Quoi qu'il arrive au tribunal le lendemain, j'y ferai face avec la même détermination, qui m'avait porté à travers chaque autre défi de ma vie. J'ai envoyé un SMS à Marcus, je suis prête pour demain. Quoi qu'il en coûte. Sa réponse est arrivée rapidement, reposez-vous. Je vous verrai au palais de justice à 8h30. Et Amber, vous êtes plus forte que vous ne le pensez. Pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi toute la nuit sans faire de cauchemar. Le palais de justice du comté était un imposant bâtiment en pierre, qui semblait conçu pour intimider. Je suis arrivé à 8h15, soit 15 minutes plus tôt que prévu, vêtu de mon tailleur bleu marine le plus professionnel, et de petits talons. Marcus m'a rejointe sur les marches du palais de justice, sa mallette à la main, et la confiance dans sa démarche. N'oubliez pas, a-t-il dit alors que nous passions le contrôle de sécurité, la juge Reeves a la réputation d'être minutieuse et juste, mais elle ne tolère pas les appels émotionnels à la place des arguments juridiques. Laissez-moi parler, à moins qu'elle ne s'adresse directement à vous. Nous avons été dirigés vers la salle d'audience 4B, où plusieurs autres affaires étaient programmées avant la nôtre. J'ai aperçu mes parents et Heather, assis du côté opposé de la galerie, tous les 3 vêtus de tenues conservatrices, qui criaient « famille respectable ». Ma mère serrait un mouchoir, comme si elle était déjà prête à tamponner des larmes théâtrales. Mon père était assis bien droit, la mâchoire serrée, dans l'expression que je connaissais depuis l'enfance pour signifier qu'il s'attendait à une soumission totale. Heather gardait les yeux baissés, mais je l'ai surprise en train de me lancer un regard venimeux, quand elle pensait que je ne regardais pas. Leur avocat, Lawrence Peterson, était un homme aux cheveux argentés, dans un costume coûteux, qui dégageait une confiance suffisante. Il a fait un signe de tête sec en direction de Marcus,
mais ne m'a pas salué du tout. À 9 heures précises, l'huissier a appelé la cour à l'ordre, et la juge Caroline Reeves a fait son entrée. C'était une femme noire d'une 50aine d'années, avec des cheveux gris coupés courts, et des yeux intelligents derrière des lunettes élégantes. Elle a parcouru les affaires préliminaires avec efficacité, mais sans précipitation, accordant à chaque dossier toute son attention, avant de passer au suivant. À 10h45, l'huissier a enfin appelé « Wilson et Wilson contre Wilson ». Mon estomac s'est serré alors que Marcus et moi nous approchions de la barre, tandis que mes parents et l'avocat Peterson prenaient place à la table des demandeurs. « Nous sommes ici pour la requête en irrecevabilité de la défenderesse », a déclaré la juge Reeves, en baissant les yeux sur le dossier devant elle. « J'ai examiné la plainte, la réponse, et tous les documents justificatifs. Maître Bennett, en tant que partie requérante, vous pouvez commencer. » Marcus s'est levé, et a boutonné sa veste. « Merci, votre honneur. Cette affaire doit être rejetée sur le fond, car elle ne présente aucune réclamation juridique valide, sur laquelle une réparation pourrait être accordée. Les plaignants, M. et Madame Wilson, tentent de faire appliquer un accord verbal inexistant, selon lequel leur fille, ma cliente, Amber Wilson, paierait l'hypothèque d'une maison, achetée pour leur autre fille, Heather Wilson. Il a procédé à un démantèlement méthodique de chaque réclamation du procès de mes parents. Il a souligné qu'il n'existait aucune preuve d'un quelconque accord, que les contrats verbaux pour des transactions immobilières étaient inapplicables en vertu de la loi sur les fraudes, et que mes parents avaient admis par écrit avoir falsifié la signature de ma cliente sur des documents hypothécaires, ce qui constitue un crime fédéral. De plus, votre honneur, a poursuivi Marcus, nous avons déposé une demande reconventionnelle, pour la détresse émotionnelle causée par cette campagne de harcèlement, ainsi que pour les dommages causés à la cote de crédit, et à la situation financière de mademoiselle Wilson. Résultant de cette hypothèque frauduleuse. La juge Reeves a écouté attentivement, prenant occasionnellement des notes. Quand Marcus a terminé, elle s'est tournée vers l'avocat Peterson. « Maître pour les plaignants, quelle est votre réponse ?» Peterson s'est levé avec un geste théâtral. « Votre honneur, cette affaire concerne fondamentalement des obligations familiales, et des contrats implicites, qui existent dans le contexte unique des relations familiales. Les Wilson ont élevé leur fille, ont pourvu à son éducation, et ont soutenu ses aspirations professionnelles. En retour, il était entendu que, lorsque sa sœur aurait besoin d'aide, Amber la fournirait. J'ai dû me mordre la langue, pour ne pas l'interrompre avec la vérité, mes parents n'avaient absolument pas contribué à mon éducation, et tout accord n'existait que dans leur imagination. Marcus m'avait prévenu de garder une expression neutre, quoi qu'il se dise, mais cela m'a demandé chaque once de maîtrise de soi, que je possédais. Peterson a continué, sa voix prenant un ton dramatique. Les Wilson ont agi en tant que mandataires de leur fille, pour obtenir cette hypothèque, croyant de bonne foi, qu'elle avait accepté d'aider sa sœur, à réaliser le rêve américain de l'accession à la propriété. Ce n'est qu'une fois l'achat finalisé, que mademoiselle Wilson est revenue sur cet engagement familial, ne laissant d'autre choix à ses parents, que de chercher un recours juridique. L'expression de la juge Reeves est restée neutre, mais sa question suivante suggérait du scepticisme. « Maître, êtes-vous en train d'affirmer que des parents ont le droit légal inhérent, de falsifier la signature de leur enfant adulte sur des documents hypothécaires, sur la base d'un engagement familial présumé ?» Peterson a légèrement hésité. « Pas en ces termes exacts, votre honneur, mais dans le contexte de cette dynamique familiale spécifique. » Soyons très clairs, l'a interrompu la juge Reeves. La plainte elle-même reconnaît que la signature de mademoiselle Wilson a été apposée sur ces documents, sans sa présence physique. Les plaignants contestent-ils que cela se soit produit? Ils ne contestent pas la question de la signature, votre honneur, a admis Peterson. Mais ils maintiennent qu'ils avaient l'autorité implicite d'agir en son nom, sur la base d'arrangements financiers familiaux antérieurs. La juge Reeves a haussé un sourcil. J'aimerais entendre directement les plaignants sur ce point. Monsieur Wilson, veuillez vous approcher. Mon père s'est levé, et s'est dirigé vers la barre des témoins, où il a prêté serment. Son témoignage a été une classe de maître en révisionnisme historique, et en manipulation émotionnelle. Votre honneur, nous avons toujours été une famille unie qui s'entraide, a-t-il commencé, sa voix chaleureuse et paternelle. Quand Amber réussissait dans sa carrière, nous étions si fiers. Nous avons naturellement supposé, sur la base de nos valeurs familiales, qu'elle voudrait aider sa sœur, qui n'a pas été aussi chanceuse. Avez-vous spécifiquement demandé à mademoiselle Wilson,
si elle prendrait en charge une hypothèque de 480 000 € pour sa sœur, avant de remplir ses documents? A demandé la juge Reeves. Eh bien, pas dans ces termes exacts, a éludé mon père. Mais nous avons eu de nombreuses conversations au fil des ans, sur la situation de logement d'Heather, et sur la responsabilité d'Amber, en tant que sœur qui a réussi, d'apporter son aide. C'est donc un non, a déclaré la juge Reeves d'un ton neutre. Vous ne lui avez pas explicitement demandé, et elle n'a pas explicitement accepté. C'était sous-entendu, a insisté mon père. Monsieur Wilson, sachant que vous êtes sous serment, a poursuivi la juge Reeves, avez-vous ou n'avez-vous pas falsifié la signature de votre fille, sur ces documents hypothécaires? Mon père s'est agité, mal à l'aise. Je n'utiliserai pas le mot falsifié, votre honneur. Ma femme a signé au nom d'Amber, parce que nous croyions sincèrement, qu'elle voudrait aider sa sœur. L'expression de la juge Reeves s'est durcie. Monsieur Wilson, signer le nom de quelqu'un d'autre sans sa permission expresse, c'est la définition même de la falsification. Peu importe que cette personne soit votre fille, ou un parfait inconnu. Ma mère a été appelée ensuite, et a livré une performance en larmes, racontant comment j'avais abandonné mes responsabilités familiales, et comment il n'avait agi que par préoccupation désespérée, pour le bien-être d'Heather. Heather a suivi avec son propre témoignage, se dépeignant comme la victime de mes brimades financières, et de ma réussite égoïste. Tout au long de leur témoignage, Marcus a formulé des objections occasionnelles, lorsque leurs déclarations viraient au oui-dire, ou à des affirmations non fondées, la plupart ayant été retenues par la juge Reeves. Quand ce fut mon tour de témoigner, j'ai pris une profonde inspiration, et je me suis rappelé de m'en tenir aux faits. J'ai expliqué comment j'avais financé mes propres études sans soutien parental, comment j'avais construit ma stabilité financière, par des années de planification minutieuse et de sacrifice, et comment je n'avais jamais, pas une seule fois, accepté de contracter un prêt hypothécaire pour ma sœur. Mademoiselle Wilson, a demandé la juge Reeves, y a-t-il eu des cas précédents, où vos parents ont pris des décisions financières en votre nom, sans votre consentement? Oui, votre honneur, ai-je répondu, avant de détailler plusieurs incidents mineurs au fil des ans, des demandes de cartes de crédit soumises à mon nom, des co-signatures de prêts que je n'avais pas acceptées, des déclarations d'impôts déposées en mon nom sans que je les examine. Et les avez-vous confrontés à propos de ces incidents? Oui, votre honneur. À chaque fois, ils ont balayé mes inquiétudes, disant que c'était juste la famille qui aidait la famille, et que j'étais inutilement procédurière à propos des questions d'argent. Lors du contre-interrogatoire, Peterson a essayé de me dépeindre comme froide et indifférente, posant des questions orientées comme « N'est-il pas vrai que vous avez constamment fait passer vos propres intérêts financiers, avant le bien-être de votre sœur? Et cela aurait-il vraiment été une telle épreuve, d'aider votre sœur en difficulté, alors que vous vous en sortez si bien financièrement ?» Marcus s'est opposé à la plupart de ces questions, les jugeant argumentatives, et la juge Reeves a soutenu ses objections, rappelant occasionnellement à Peterson de s'en tenir aux questions juridiquement pertinentes. Les preuves les plus accablantes sont arrivées lors de la phase finale de l'audience. Marcus a présenté une série de SMS et de mails entre mes parents, que je n'avais découvert que récemment, grâce au processus de communication des pièces. Dans un échange, mon père avait écrit à ma mère « Amber n'acceptera jamais ça si nous lui demandons directement. Mieux vaut aller de l'avant, et lui présenter le fait accompli. Elle a toujours été trop indépendante pour son propre bien. » Dans un autre, ma mère avait répondu « Une fois les papiers signés et Heather installés, que pourra-t-elle vraiment faire? Elle ne laissera pas sa sœur se retrouver à la rue, peu importe à quel point elle se plaint. » Ces messages révélaient la nature préméditée de leurs actions, et contredisaient leurs témoignages, sur l'autorité implicite et la compréhension familiale. Alors que l'audience touchait à sa fin, la juge Reeves a regardé toutes les parties par-dessus ses lunettes. Je vais mettre cette affaire en délibéré, et je rendrai ma décision dans les 10 jours. Mais je veux être très clair sur une chose. Les relations familiales, peu importe à quel point elles sont proches, ne l'emportent pas sur les principes juridiques fondamentaux du consentement, des contrats, et de l'usurpation d'identité. La séance est levée. Alors que nous rassemblions nos papiers, j'ai croisé le regard de ma mère, à travers la salle d'audience. L'espace d'un instant, j'ai cru voir une lueur d'incertitude, peut-être même de regret dans son expression. Mais elle a été rapidement remplacée par ce masque familier d'indignation vertueuse, alors qu'elle se détournait. « Vous vous êtes bien débrouillé, » m'a dit Marcus, alors que nous sortions du palais de justice. La juge a semblé réceptive à nos arguments, et ses messages textes étaient particulièrement convaincants.
Mais les victoires juridiques sont rarement satisfaisantes, dans les affaires familiales. Êtes-vous préparé à cela? J'ai hoché la tête lentement. Je crois que j'ai réalisé quelque chose d'important là-dedans aujourd'hui. Il n'a jamais vraiment été question d'argent. Il s'agissait de respect, ou de son absence. Ils ne m'ont jamais respecté, en tant qu'adulte indépendante, ayant le droit de faire ses propres choix. Et maintenant? A demandé Marcus. Maintenant, je dois me respecter suffisamment, pour maintenir cette limite, quelle que soit la décision de la juge. Alors que nous nous séparions sur les marches du palais de justice, j'ai ressenti un sentiment de calme inattendu. Le résultat était toujours en suspens, mais j'avais dit ma vérité, pas seulement à la cour, mais à ma famille, et à moi-même. Quoi qu'il arrive ensuite, cela, au moins, c'était une victoire que personne ne pourrait m'enlever. 9 jours après l'audience, j'étais dans une réunion budgétaire au travail, quand mon téléphone a vibré avec un SMS de Marcus, le jugement est tombé. Appelez-moi quand vous pouvez. Mon cœur battait à tout rompre, alors que je m'excusais pour sortir dans le couloir. Marcus a répondu dès la première sonnerie. La juge Reeves a rejeté l'affaire sur le fond, a-t-il dit sans préambule. Elle a également fait droit à notre demande de sanction contre vos parents, et leur avocat, pour avoir intenté des poursuites abusives. Je me suis appuyé contre le mur, les jambes soudainement faibles. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Cela signifie plusieurs choses. L'affaire est complètement morte. Ils ne peuvent pas la redéposer, ni présenter à nouveau ces réclamations. Ils devront payer une partie de vos frais de justice, à titre de pénalité pour avoir abusé du système judiciaire. Et la juge a inclus des opinions très fermes sur leur conduite, qui pourraient être pertinentes, si la société de crédit ou les procureurs décidaient de poursuivre l'angle de la fraude. J'ai fermé les yeux, le soulagement m'envahissant par vagues. Combien pour mes frais de justice? Elle a accordé 15 000 €, ce qui ne couvrira pas tout, mais aidera certainement. Mais il y a plus. La juge a également accordé une ordonnance de protection temporaire, empêchant vos parents et votre sœur de vous contacter directement, pendant les 90 prochains jours. Elle a cité le schéma de harcèlement et d'intimidation. Je n'avais même pas demandé d'ordonnance de protection à l'audience, bien que Rachel me l'ait suggéré des mois plus tôt. La juge Reeves en avait évidemment vu assez dans les preuves, pour déterminer que c'était nécessaire. Il y a encore une chose, a continué Marcus. La juge Reeves a renvoyé l'affaire au bureau du procureur, pour une potentielle enquête criminelle, concernant la fraude hypothécaire. Cela ne signifie pas que des accusations seront portées. Cela dépend entièrement du procureur, mais la possibilité est maintenant sur la table. Cette nouvelle a atterri avec plus de complexité. Alors qu'une partie de moi se sentait justifiée, que le système judiciaire ait reconnu la gravité de ce que mes parents avaient fait, une autre partie reculait toujours à l'idée, de les voir faire face à des accusations criminelles. Que se passe-t-il avec la maison, et l'hypothèque? Ai-je demandé. La juge a ordonné que la société de crédit soit formellement notifiée de ses conclusions, ce qui devrait aider à résoudre votre plainte pour fraude auprès d'eux. Quant à la maison elle-même, c'est entre vos parents, votre sœur, et la société de crédit. Maintenant, légalement, vous en êtes complètement déconnecté. Quand j'ai raccroché, je suis resté assise dans la cage d'escalier du bureau pendant plusieurs minutes, essayant d'assimiler ce mélange de soulagement, de justification, de chagrin, et de colère persistante, qui tourbillonnait en moi. J'avais gagné, complètement et sans équivoque. Pourtant, la victoire ne ressemblait en rien à ce que j'avais imaginé. La nouvelle du jugement s'est répandue rapidement. Le soir même, elle avait fuité dans les médias locaux, avec un gros titre dans l'édition en ligne du Boston Globe, un juge statue contre des parents qui ont falsifié la signature de leur fille sur une hypothèque. L'article était bref, mais précis. Il citait les documents judiciaires, et incluait une déclaration de Marcus, sur l'importance de respecter les frontières financières, même au sein des familles. J'ai éteint mon téléphone ce soir-là, incapable de faire face au barrage inévitable de réactions. Quand je l'ai rallumé le lendemain matin, j'avais 47 appels manqués, plus de 100 messages textes, et d'innombrables notifications sur les réseaux sociaux. Certains provenaient de journalistes cherchant des commentaires. Beaucoup venaient de membres de la famille élargie, certains exprimant leur choc et leur soutien, d'autres me condamnant pour avoir porté des affaires familiales devant les tribunaux. Plusieurs provenaient de vieux amis, qui avaient initialement pris le parti de ma sœur, mais qui tentaient maintenant maladroitement de renouer le contact. Cependant,
le plus choquant a été un message vocal de ma sœur Heather. Laissé à 2h13 du matin. J'espère que tu es contente maintenant, a-t-elle bredouillé, clairement ivre. Maman a fait 2 crises de panique depuis le jugement. Papa parle de déclarer faillite, et j'ai 30 jours pour quitter ma maison, parce la banque saisit le bien. Tu as détruit cette famille, Amber. J'ai toujours su que tu étais égoïste, mais je n'aurais jamais cru que tu irais aussi loin. J'espère que ton précieux argent te tiendra chaud la nuit, parce que tu n'as plus de famille. J'ai supprimé le message après l'avoir écouté une fois, décidant de ne lui donner aucun pouvoir sur mes émotions. Ce qui arrivait avec la maison, était la conséquence des actes de mes parents, pas des miens. Je ne pouvais pas contrôler la façon dont ils choisissaient d'interpréter les événements, ni s'ils accepteraient un jour leurs responsabilités. 3 jours après le jugement, j'ai reçu un email inattendu de mon oncle Paul, le frère de mon père, qui avait pris ses distances avec la famille des années auparavant, pour des raisons que je n'avais jamais totalement comprises. Amber, j'ai suivi ce qui s'est passé avec tes parents, et la situation de l'hypothèque. Je veux que tu saches que je suis fier de toi, pour avoir tenu bon. Ce qu'ils t'ont fait, ils m'en ont fait des versions similaires dans les années 90. C'est un schéma qui remonte à plusieurs générations dans cette famille. Je suis désolé que tu aies eu à traverser cela seul. Si jamais tu veux parler, je suis là. Son email a fourni une pièce manquante du puzzle. Il ne s'agissait pas seulement de moi, ni même des heures. Il s'agissait d'une dynamique familiale d'exploitation financière, profondément enracinée, et déguisée en entraide familiale. Savoir que je n'étais pas la première à subir cela, et que l'oncle Paul avait survécu et prospéré après avoir fixé des limites, m'a procuré un étrange sentiment de paix. Une semaine plus tard, la société de crédit a formellement conclu son enquête pour fraude, m'envoyant des documents officiels attestant que mon nom avait été retiré de tous les dossiers liés à la propriété, et que mon dossier de crédit serait corrigé. Ils étudiaient leurs propres options légales contre mes parents, mais m'ont assuré que j'étais totalement blanchi de toute responsabilité. Comme prévu, l'attention médiatique s'est rapidement estompée. Mon histoire était assez inhabituelle pour faire les nouvelles locales, mais pas assez sensationnelle pour durer. En l'espace de 2 semaines, les articles ont disparu des premières pages, remplacés par de nouveaux scandales et de nouvelles histoires d'intérêt humain. Ce qui ne s'est pas estompé aussi vite, ce sont les répercussions personnelles. Les membres de la famille élargie qui m'avaient initialement condamné, ont commencé à me contacter après avoir lu la décision de la juge, offrant un soutien tardif, qui sonnait creux après leur silence antérieur. J'ai répondu poliment mais avec distance à la plupart d'entre eux, reconnaissant que reconstruire la confiance prendrait du temps, si tant est que cela se produise un jour. Les réseaux sociaux des heures ont subi une transformation spectaculaire. Fini les photos prétentieuses de sa maison, remplacées par de vagues citations inspirantes sur la façon de surmonter l'adversité et les personnes toxiques. Elle ne m'a jamais mentionné directement, ni le procès, mais ses allusions passives-agressives étaient transparentes pour quiconque connaissait la situation. Selon des connaissances communes, Heather était retournée vivre dans le sous-sol de mes parents, pendant qu'ils imploraient l'indulgence de la société de crédit. La maison de Winchester restait vide, manifestation physique des conséquences de leurs actes. Ma mère a tenté de me contacter une fois, environ un mois après le jugement, à partir d'un nouveau numéro de téléphone, contournant mon blocage. Son message vocal a été bref et tendu, « Amber, tout cela est allé trop loin. Nous devons parler en famille, et trouver une solution. Rappelle-moi. » Je ne l'ai pas fait. Le résultat le plus inattendu est survenu 6 semaines après la décision de justice, lorsque j'ai reçu une lettre officielle du bureau du procureur. Ils avaient examiné le renvoi de la juge Reeves, et avaient décidé de ne pas engager de poursuite pénale contre mes parents, citant mon manque d'intérêt à porter plainte, et les recours civils déjà appliqués. La lettre concluait par une note indiquant que la décision pourrait être reconsidérée si de nouvelles preuves apparaissaient, ou si je changeais d'avis concernant la procédure pénale. J'ai ressenti un immense soulagement à cette nouvelle. Bien que j'ai eu besoin de me protéger légalement et financièrement, je n'avais jamais souhaité voir mes parents faire face à des sanctions pénales. La décision civile avait accompli ce dont j'avais besoin, une rupture nette avec l'hypothèque frauduleuse, et une reconnaissance formelle que ce qu'ils avaient fait était mal. Alors que l'onde de choc initiale retombait, je me suis concentré sur la reconstruction de ma sécurité financière. Les 15 000 € de frais de justice accordés ont aidé à compenser une partie de mes coûts, bien que j'ai dépensé considérablement plus pour me défendre. J'ai créé un nouveau budget, commencé à reconstituer mon fonds d'urgence,
et repris mes cotisations à mes comptes de retraite. Plus important encore, j'ai commencé à reconstruire mon bien-être émotionnel. J'ai trouvé un nouveau thérapeute spécialisé dans l'éloignement familial et la maltraitance financière, quelqu'un qui a validé mon expérience, au lieu de pousser à la réconciliation à tout prix. J'ai renoué avec des amis qui m'avaient soutenu, et j'ai progressivement élargi mon cercle social pour inclure des personnes qui respectent les limites et les relations saines. 6 mois après le jugement, j'ai reçu un colis inattendu à mon appartement. À l'intérieur se trouvait une petite boîte en bois, que je reconnaissais de mon enfance, une boîte à bijoux que mon grand-père avait fabriquée pour moi, et qui était toujours restée chez mes parents. L'accompagnait un bref mot, de la main de ma grand-mère Ruth, ceci a sa place avec toi. Je t'aime pour toujours, grand-mère. Je l'ai appelée ce soir-là, et pour la première fois, elle a partagé sa propre histoire compliquée avec mes parents. Ta mère a toujours fait du favoritisme, a-t-elle dit doucement. Elle le faisait avec ses sœurs aussi. J'aurais dû intervenir davantage quand tu étais jeune, mais bon, avec le recul, les choses sont toujours plus claires. Cette conversation avec grand-mère Ruth a été le début d'une nouvelle relation entre nous, basée sur le respect mutuel et une communication honnête, plutôt que sur cette harmonie familiale de façade, qui avait masqué les dysfonctionnements pendant si longtemps. Alors que le cap des 6 mois passait, j'ai réalisé quelque chose d'important. Malgré le traumatisme et la pression financière du procès, je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des années. L'anxiété constante, dans l'attente de la prochaine exigence familiale déraisonnable, s'était dissipée. L'effort épuisant d'essayer de gagner une approbation qui ne viendrait jamais, avait cessé. Pour peut-être la première fois de ma vie d'adulte, j'étais véritablement indépendante, non seulement financièrement, mais émotionnellement. L'attention des médias avait entièrement disparu à ce moment-là, mais je recevais parfois un message d'un inconnu, qui avait entendu parler de mon affaire, par des cercles juridiques ou des réseaux personnels. Votre histoire m'a aidé à fixer des limites, avec mes propres parents financièrement abusifs, a écrit une femme. Merci de vous être battu si publiquement pour ce qui était juste. Ces messages m'ont rappelé que le fait de me défendre ne concernait pas seulement une hypothèque, ou de l'argent. Il s'agissait de défier un récit, selon lequel l'exploitation financière est acceptable quand elle vient de la famille. Un récit qui piège trop de personnes dans des cycles d'abus, déguisés en amour. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles directes de mes parents. Par les commérages familiaux qui me parvenaient occasionnellement via des parents éloignés, j'ai appris qu'ils avaient bel et bien déclaré faillite, et avaient emménagé dans une maison plus petite. Heather avait apparemment trouvé un emploi d'assistante administrative, et reprenait sa vie en main, bien que ce que cela signifiait concrètement, variait selon la personne qui racontait l'histoire. Je leur souhaitais du bien de loin, mais je ne me faisais aucune illusion sur une réconciliation. Certains ponts, une fois brûlés, ne peuvent et ne doivent pas être reconstruits. Certaines relations sont plus saines dans leur absence, que dans leur présence. Par une belle journée d'automne, environ 8 mois après la décision du tribunal, je prenais un café avec mon amie Jessica, l'assistante juridique qui m'avait aidé à naviguer dans le labyrinthe légal, lorsqu'elle a posé une question qui m'a fait faire une pause. Est-ce que tu regrettes parfois d'avoir tenu bon? Je veux dire, compte tenu de tout ce que cela t'a coûté? J'ai examiné la question attentivement, regardant la vapeur s'élever de ma tasse de café. Non, ai-je finalement dit. Cela m'a coûté beaucoup financièrement, émotionnellement, et même quelques relations que je croyais solides. Mais ça m'a donné quelque chose de plus précieux, la certitude que je peux me protéger, que mes limites comptent, et que je n'ai pas à m'immoler par le feu. Pour garder les autres au chaud. Jessica a hoché la tête, avec de la compréhension dans les yeux. Ça vaut plus qu'une maison à Winchester. Exactement, ai-je souri. C'est la fondation pour construire quelque chose de mieux. 1 an après que la juge Reeves a rejeté la plainte de mes parents, je me suis retrouvée assise dans un petit café de Cambridge, face à une jeune femme nommée Rachel, qui me rappelait douloureusement qui j'étais, 18 mois plus tôt. Elle serrait un dossier de relevé bancaire, les yeux cernés par l'épuisement et le stress. Mes parents ont contracté un prêt automobile à mon nom, a-t-elle expliqué, la voix tremblante. Ils disent qu'il est de mon devoir de les aider puisqu'ils m'ont élevé, mais je rembourse encore mes prêts étudiants, et j'arrive à peine à payer mon propre loyer. J'avais rencontré Rachel grâce à un groupe de soutien en ligne, pour les survivants de maltraitance financière familiale, un groupe que j'avais rejoint 6 mois plus tôt, dans le cadre de mon propre cheminement de guérison, et dont j'étais finalement devenue modératrice. C'était notre première rencontre en personne, une étape au-delà des conversations numériques qui nous avaient connectés.
Je lui ai dit doucement, je veux que tu saches que tu n'es pas seul là-dedans. Ce qu'ils font n'est ni normal ni acceptable, peu importe comment ils essaient de le justifier. Alors que je lui expliquais ces options, des gels de crédit au signalement formel de fraude, en passant par les recours juridiques potentiels, j'ai réfléchi au chemin que j'avais parcouru, dans mon propre processus de guérison. Les conséquences immédiates du procès avaient été brutales. Malgré la victoire juridique, j'avais ressenti un profond chagrin. Pas seulement pour la famille que j'avais perdue, mais pour la famille que je n'avais, en fait, jamais eue. La version idéalisée de mes parents et de ma sœur à laquelle je m'étais accroché pendant si longtemps, avait été irrémédiablement brisée. Cela m'avait forcé à affronter la réalité, ils m'avaient toujours considéré davantage comme une ressource, que comme une personne ayant ses propres besoins et ses propres limites. Au cours de ces quelques mois, j'avais oscillé entre un détachement engourdi, et une émotion écrasante. Je passais des jours sans rien ressentir, accomplissant machinalement mon travail et prenant soin de moi, pour ensuite être prise en embuscade par des vagues de rage ou de tristesse, qui me laissaient haletante. Une chanson à la radio, une photo de famille sur le bureau d'un collègue, la simple mention par quelqu'un de ses projets de week-end avec ses parents. N'importe lequel de ces éléments, pouvait déclencher une spirale de chagrin, qui semblait sans fond. Ma thérapeute, la docteure Léna Martinez, avait joué un rôle déterminant pour m'aider à naviguer sur ce terrain émotionnel. Vous ne pleurez pas seulement la perte de vos relations familiales telles qu'elles étaient, m'avait-elle expliqué lors d'une séance particulièrement difficile. Vous pleurez la perte du fantasme de ce que ces relations auraient pu être. Et vous faites le deuil de l'enfance que vous méritiez, mais que vous n'avez pas eue. Ce cadrage avait été une révélation. Il m'a donné la permission de reconnaître la profondeur de ma perte, tout en réalisant que ce que je perdais, avait été en grande partie une illusion, une histoire que je m'étais racontée, pour rendre la réalité des dysfonctionnements de ma famille plus supportable. La thérapie m'a également aidé à démêler le réseau complexe de culpabilité, d'obligation, et de responsabilité déformée, qui avait été tissé à travers mes relations familiales. J'ai fini par comprendre comment mes parents m'avaient conditionné depuis l'enfance, à considérer mes propres besoins comme égoïstes, et les besoins de ma sœur comme primordiaux, créant une dynamique, où toute limite posée de ma part, était perçue comme une attaque contre l'unité familiale. L'abus financier est particulièrement insidieux, avait noté la docteure Martinez, parce que l'argent est tellement lié à la survie, à la sécurité, et dans de nombreuses familles, à l'expression de l'amour. Quand quelqu'un manipule vos finances, il n'attaque pas seulement votre compte bancaire, il sape votre sentiment de sécurité dans le monde. Cette perspicacité m'avait aidé à recadrer mon expérience, non pas comme une dispute mesquine pour de l'argent, mais comme un acte nécessaire d'autoprotection, contre des personnes qui avaient, à maintes reprises, démontré qu'elles n'avaient pas mes meilleurs intérêts à cœur. La reconstruction pratique de ma vie s'était déroulée parallèlement à ce travail émotionnel. 6 mois après le procès, j'avais reçu une promotion importante au travail, passant d'analyste financière principale à chef d'équipe, avec une augmentation de salaire substantielle. L'ironie ne m'avait pas échappé. Mon expertise professionnelle en finance avait joué un rôle déterminant, pour reconnaître et combattre la maltraitance financière dans ma vie personnelle. J'avais également effectué un changement majeur de logement, passant de mon appartement d'une chambre, à un grand condo baigné de soleil de 2 chambres, que j'avais acheté avec une hypothèque soigneusement structurée, qui me procurait un sentiment d'autonomie plutôt que d'emprisonnement. La 2e chambre est devenue une combinaison de bureau à domicile et de chambre d'amis, symbolisant à la fois mon avancement professionnel, et mon ouverture à de nouvelles relations plus saines dans ma vie. Mon cercle social avait subi une transformation similaire. Alors que certaines amitiés avaient été des victimes collatérales du conflit familial, des personnes qui ne pouvaient pas comprendre ma dureté envers mes parents, ou qui se sentaient mal à l'aise avec la réalité désordonnée de la rupture familiale, d'autres relations s'étaient approfondies. Jessica, mon amie assistante juridique, qui m'avait mise en contact avec l'aide juridique, était devenue l'une de mes plus proches confidentes. Mon collègue Marc, qui m'avait couverte lors de mes nombreuses absences liées au tribunal, sans poser de questions ni porter de jugement, était passé d'un ami de travail à un véritable ami. Plus surprenant encore, j'avais développé une relation significative avec mon oncle Paul, le frère de mon père, éloigné de la famille. Notre échange initial de courriel s'était transformé en appels téléphoniques réguliers, puis en visites. Grâce à lui, j'ai eu un aperçu des schémas intergénérationnels de manipulation financière dans la famille de mon père. Cela m'a aidé à comprendre que ce qui s'était passé n'était pas personnel. C'était un schéma toxique que mes parents reproduisaient, plutôt qu'un rejet de ma personne.
Ton grand-père a fait à ton père la même chose qu'il a essayé de te faire, a expliqué oncle Paul, lors d'une de nos conversations. La différence, c'est que ton père a capitulé, qu'il est devenu membre du système, et qu'il l'a ensuite perpétué. Toi, tu as brisé le cycle. Ce cadrage, le fait que j'avais brisé un cycle plutôt qu'une famille, est devenu crucial pour ma guérison. Il a transformé mon expérience, passant d'un échec personnel à maintenir l'harmonie familiale, en un refus courageux de perpétuer un dysfonctionnement. Une autre source inattendue de guérison est venue de la connexion avec d'autres survivants d'abus financiers familiaux. Le groupe de soutien en ligne où j'avais rencontré Rachel n'était au départ qu'un endroit pour partager des ressources et des conseils. Mais il a évolué en une communauté qui m'a fourni le soutien inconditionnel et la compréhension qui avaient été si manifestement absents dans ma famille biologique. Au sein de cette communauté, j'ai trouvé ma voix en tant que porte-parole. J'ai commencé à partager mon histoire plus ouvertement, anonymement dans le groupe, puis sur un blog sous mon vrai nom, et enfin lors de quelques interventions, dans des ateliers d'éducation financière. Chaque fois que j'articulais mon expérience, elle perdait un peu plus de son pouvoir de me blesser, et gagnait le pouvoir d'aider potentiellement les autres. Votre histoire m'a donné le courage de vérifier mon dossier de crédit, a écrit un membre du groupe. J'ai trouvé 3 comptes que je n'avais jamais ouverts. Je n'aurais pas regardé si vous n'aviez pas partagé ce qui vous est arrivé. Des messages comme celui-ci renforçaient l'idée que quelque chose de significatif pouvait émerger de ma douleur. Que les limites pour lesquelles je m'étais battu si durement pouvaient créer un espace sûr, non seulement pour moi, mais pour d'autres personnes confrontées à des violations similaires. Vers la marque d'1 an après le procès, j'ai reçu un email inattendu de ma sœur Heather. Contrairement à ses communications précédentes, qui étaient remplies de reproches et d'un sentiment d'avoir tous les droits, ce message était sobre et hésitant. J'ai beaucoup réfléchi, a-t-elle écrit. Je ne suis pas prête à dire que je comprends tout ce qui s'est passé, ou que je suis d'accord avec tous tes choix, mais j'ai commencé à voir certains schémas, dans la façon dont maman et papa interagissent avec moi, qui m'ont fait repenser à ce que tu essayais de nous dire. Je travaille avec un thérapeute maintenant. Je n'attends pas de réponse, mais je voulais que tu le saches. J'ai délibéré pendant des jours, pour savoir si je devais répondre. En consultation avec la docteure Martinez, j'ai finalement envoyé une réponse brève, compatissante mais fixant des limites. Je reconnaissais son message, et je lui souhaitais bonne chance dans son parcours thérapeutique, mais je n'ouvrais pas la porte à une réconciliation immédiate. Toute guérison possible entre Heather et moi exigerait du temps, une croissance individuelle, et des dynamiques fondamentalement changées, et non un raccommodage hâtif de blessures profondes. Il n'y avait eu aucun autre contact de la part de mes parents. Par les commérages familiaux qui me parvenaient occasionnellement via des parents éloignés, je savais qu'ils avaient emménagé dans un appartement en copropriété après leur faillite, et que mon père avait été contraint de reporter ses projets de retraite. Je ne tirais aucune satisfaction de leurs difficultés financières, mais je reconnaissais aussi qu'ils subissaient les conséquences naturelles de leurs propres choix, et non des punitions que je leur aurais infligées. Quant à ma propre situation financière, la récupération avait été plus lente, mais plus régulière que ce que je craignais initialement. Les frais juridiques avaient épuisé mes économies, mais mon nouveau salaire plus élevé m'a permis de reconstituer mon fonds d'urgence en 10 mois. J'ai travaillé avec un conseiller financier pour créer des protections encore plus solides pour mes actifs, incluant des services de surveillance d'usurpation d'identité, des gels de crédit réguliers, et un plan successoral complet. Qui décrivait explicitement mes souhaits concernant les décisions financières, au cas où je serais frappé d'incapacité. Vous avez transformé un traumatisme financier en autonomie financière, a commenté mon conseiller lors de notre examen annuel. C'est rare, et impressionnant. Assise en face de Rachel dans ce café de Cambridge, je pouvais voir en elle ce même mélange de peur, de détermination, et d'espoir, qui m'avait porté à travers ma propre épreuve. Alors qu'elle posait des questions et prenait des notes, sa posture est progressivement passée d'une attitude voûtée et défensive, à quelque chose de plus droit et de plus résolu. Et s'il ne me pardonne jamais ? A-t-elle demandé finalement, formulant la question qui m'avait hanté pendant des mois. C'est la partie la plus difficile, ai-je admis. Mais finalement, j'ai réalisé que je posais la mauvaise question. La vraie question n'est pas de savoir s'ils te pardonneront de t'être protégé. C'est de savoir si, toi, tu te pardonneras si tu ne le fais pas. Rachel a hoché la tête lentement, la compréhension se lisant dans ses yeux. Je crois que je dois passer quelques appels, a-t-elle dit, rassemblant ses documents avec un nouvel objectif. Alors que nous nous séparions, je lui ai tendu ma carte.
Quoi que tu décides, tu n'es pas seul là-dedans. Le groupe est là, et moi aussi. En rentrant à mon condo après ça, j'ai réfléchi à ce voyage étrange, douloureux, mais finalement libérateur, des 18 derniers mois. La famille à laquelle j'avais désespérément essayé de plaire pendant 32 ans, ne faisait plus partie de ma vie. Et cette perte faisait toujours mal dans les moments de silence. Mais à leur place, quelque chose de peut-être plus précieux s'était développé, une confiance inébranlable en mon propre jugement, une communauté de familles choisies, construite sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation, et la certitude que j'avais la force de protéger mes limites. Même contre les personnes pour lesquelles on m'avait appris, toute ma vie, à les sacrifier. Le procès que mes parents avaient conçu comme un outil de contrôle, était devenu le catalyseur de ma libération totale, de leur manipulation émotionnelle et financière. En essayant de me forcer à payer une maison pour ma sœur, ils m'avaient involontairement poussé à construire quelque chose de bien plus précieux pour moi-même. Une vie définie par des connexions authentiques, des limites claires, et cette confiance tranquille, qui vient du fait de traverser une tempête, et de se retrouver toujours debout de l'autre côté. Alors que j'atteignais mon immeuble, mon téléphone a sonné avec un message des modérateurs du groupe de soutien. Un nouveau membre venait de nous rejoindre, partageant une histoire tragiquement similaire à la mienne, et à celle de Rachel. Je me suis arrêté sur le pas de ma porte, rédigeant un message de bienvenue bienveillant. Le cycle de l'exploitation financière qui a détruit tant de familles, ne sera peut-être jamais complètement brisé. Mais chaque personne qui trouve le courage de dire plus jamais, affaiblit son emprise sur les générations futures. C'était peut-être la leçon la plus profonde de mon parcours, parfois, l'héritage le plus aimant que nous puissions laisser, n'est pas un soutien financier ou une aide matérielle, mais l'exemple de ce à quoi ressemblent des limites saines, et le courage de les maintenir. Même au prix d'un lourd sacrifice personnel. Avez-vous déjà eu à fixer des limites difficiles avec votre famille pour des questions financières? J'adorerais lire vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Et si mon histoire a résonné en vous, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, et à vous abonner à la chaîne, pour découvrir d'autres histoires vécues sur la gestion de dynamiques familiales complexes. N'oubliez pas, protéger votre bien-être financier n'est pas égoïste, c'est un acte essentiel pour prendre soin de vous. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous. À la prochaine pour une nouvelle histoire incroyable. Bonne chance. Prenez le temps de réfléchir, après avoir écouté l'histoire d'aujourd'hui. Peut-être a-t-elle soulevé de nouvelles questions dans votre esprit, ou peut-être a-t-elle ravivé de vieux souvenirs. Chaque jour sur Reddit, de nouvelles expériences et de nouveaux moments créent de nouvelles histoires, et nous connectent tous. Chacun a son propre parcours de vie unique, et nous essayons tous de comprendre le monde à notre façon. Ce genre de moment nous rappelle que nous sommes tous humains, parfois heureux, parfois tristes, et toujours en train d'apprendre quelque chose de nouveau. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à la partager avec vos amis. Vos pensées et vos retours sont toujours précieux pour nous, car ils nous motivent à créer un contenu encore meilleur. Chaque histoire a son propre angle unique, et notre objectif est de comprendre la perspective de chacun, pour rendre notre contenu diversifié et accessible. Des histoires comme celle-ci, nous aident à réaliser que le voyage de la vie est différent pour tout le monde. Et en écoutant les histoires des autres, nous apprenons de nouvelles choses. Vous pouvez également partager vos propres histoires avec nous. Vos expériences sont précieuses pour nous aussi. Et si vous avez apprécié cette vidéo, s'il vous plaît laissez vos commentaires. Nous visons à créer du contenu qui illumine votre esprit, et vous donne de nouvelles idées à chaque fois. Si vous avez déjà vu cette vidéo auparavant, vos retours restent importants. Avec chaque commentaire, nous pouvons améliorer notre contenu, et apporter une nouvelle perspective à nos spectateurs. Aujourd'hui, ce que nous avons vu n'était qu'une infime partie des nombreuses histoires partagées sur Reddit, et à travers le monde. C'est un rappel de la façon dont nous essayons tous de comprendre la vie, en partageant nos expériences les uns avec les autres. Cette vidéo n'était qu'un exemple de la façon dont nous essayons de nous connecter avec les autres par la narration, en apprenant à connaître les différentes facettes de la vie. Nous espérons continuer à partager de telles histoires, qui nous aident tous à apprendre et à grandir ensemble. Merci pour votre temps, et n'oubliez pas de garder un œil ouvert pour de nouvelles histoires à venir très bientôt. Si vous ne l'avez pas encore fait, veuillez aimer et vous abonner, pour plus de contenu incroyable. Votre soutien nous permet de continuer, et nous nous efforcerons de vous apporter encore plus d'histoires touchantes et qui poussent à la réflexion. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous, et restez curieux. Astérisque.